Oui, donc Michel de Molder, moi je suis président du syndicat du bassin versant de la Seiche, dont on a parlé par rapport à l'étude, notamment sur la continuité écologique, hein. Donc syndicat de bassin versant qui situe sur le bassin de la Vilaine et qui a fini l'année dernière son premier contrat territorial. Alors c'est important puisqu'on parle d'histoire et de se référer quand même à l'histoire. Au départ, c'était un syndicat qui ne rassemblait que les communes de l'aval du bassin, 19 communes, et maintenant c'est pratiquement la totalité des communes du bassin, donc 46 communes hein, sur 830 km². Donc, quand on a travaillé sur l'étude du premier contrat territorial, hein, on a aussi fait appel à plusieurs bureaux d'études associés à des sociologues, voilà, parce qu'on avait nécessité de travailler avec les acteurs du monde agricole. On est un bassin agricole important sur l'amont de la Seiche, et nécessité aussi, en tant qu'élu, de s'approprier les enjeux par rapport à un contrat territorial, puisqu'on n'avait pas cette expérience de contrat territorial. Et quand on parle alors, de restauration morphologique, les acteurs peuvent être divers, hein. Savoir que c'est plus les propriétaires de moulins ou les pêcheurs, dans certains cas, qui vont être concernés par la restauration de la continuité. Mais ça peut être aussi d'autres acteurs comme les élus des communes, des clubs de kayak. Enfin, voilà, je donnerai un exemple tout à l'heure, hein. Quand on va travailler sur de la restauration plus hydromorphologique, là, on va travailler beaucoup plus avec les propriétaires de terrain, donc avec les agriculteurs aussi, essentiellement, hein, mais aussi les communes ou d'autres propriétaires, d'autres riverains, et on associera évidemment les pêcheurs. Donc, rappelez aussi que l'histoire, c'est important parce que faut savoir que à l'époque, c'est le syndicat du bassin aval de la Seiche qui a instauré les clapets, hein, qui a financé l'installation des clapets. Et quand moi j'ai pris la présidence en 2008, le syndicat finançait toujours l'entretien de ces clapets. Donc il a fallu déjà informer les propriétaires de moulins qu'on arrêtait de financer l'entretien de ces clapets. C'était du ressort d'eux en tant que propriétaires ayant le droit d'eau, hein, et de les associer à l'étude qui allait être lancée, quoi, hein. Alors, c'est vrai que les études sont aussi souvent basées sur des scénarios, hein, et il a fallu travailler sur plusieurs scénarios avec les propriétaires de moulins qui étaient majoritairement, pour les propriétaires privés, assez opposés au rétablissement de la continuité. Puisque ben voilà, ils ne comprenaient pas les positionnements du syndicat qui avait financé ces plans d'eau, et il fallait pouvoir travailler aussi sur pourquoi rétablir la continuité. Et en plus, on se retrouvait avec les agents de la DTM qui avaient eux financé eux-mêmes l'installation des clapets et qui venaient maintenant porter, mais parce que les politiques avaient décidé autre chose, un autre discours, hein. Donc c'est vrai que ça suppose beaucoup de concertation et d'avancer projet par projet de façon à ce qu'il y ait l'assentiment de toute façon des propriétaires, hein. Alors rappelons aussi que les actions de bassin versant, c'est toujours des actions volontaires. Voilà, qu'on n'intervient pas s'il n'y a pas aussi l'acquiescement des propriétaires. Donc à chaque fois, ça nécessitait des concertations. Et le premier ouvrage, c'est au moment où il y a eu l'étude, hein, c'était à ce moment-là, 2014. Premier ouvrage d'effacement, ça a été celui qui est le plus en aval, qui est vraiment à côté d'une clinique, qui s'appelle la clinique des Moulins sur la commune de Bru. Et il faut savoir que historiquement, c'est un secteur de la Seiche qui a été complètement canalisé par l'histoire de la mine de Pompéan, une mine qui a été exploitée pendant plus de 2 siècles. Donc on a une vision aussi de la Seiche à cet endroit-là, qui n'est pas du tout un fleuve naturel, hein, puisqu'on est sur une canalisation et avec des berges qui montent sur presque 10 mètres à certains endroits, quoi. Donc il y avait par contre une demande de la clinique du Moulin de travailler vraiment sur l'effacement de l'ouvrage, parce que en cas de crue, cette clinique était fortement touchée. Alors, on a travaillé aussi bien avec la Fédération de pêche, les services de l'État, le SDIS, puisque avant ces cliniques, c'était une propriétaire, enfin c'était une maison de retraite qui a connu un incendie qui a fait plusieurs dizaines de morts. Donc il y avait une réserve incendie, voilà, présente. Donc il fallait tout prendre en compte et travailler avec l'ensemble des partenaires, que ce soit les élus, le SDIS. C'était là également qu'était le point de relevé Vigicru. Donc il fallait déplacer tout ça.
et travailler avec les propriétaires sur l'intérêt de l'effacement de cet ouvrage et montrer comment on pouvait restaurer la continuité, quoi. Donc ça a nécessité, avec le technicien Rivière, 2 ans de concertation, des oppositions quand même de l'association des propriétaires qui s'est montée. Par contre, un accord de tous les riverains autour. Il y avait un centre équestre, il y avait la clinique qui était propriétaire, qui était partante, les élus qui étaient partants. Et ensuite, on a travaillé petit à petit sur d'autres ouvrages et à chaque fois en association, en associant l'association qui s'était montée. Et cette association, d'ailleurs, participe au comité de pilotage. Parce qu'il vaut mieux qu'elle participe à l'ensemble des actions et qu'elle puisse aussi voir comment ça peut évoluer. Donc on a travaillé cette année avec un propriétaire qui était opposé à l'effacement au départ sur un contournement écologique, un contournement de l'ouvrage qui permettait aussi de maintenir une partie du lit de la rivière par rapport aux activités de kayak. Parce que quand on intervient sur la restauration de la continuité, il faut voir les activités annexes qui sont autour. Et il y a un club de kayak qui vit essentiellement de l'activité, enfin le poste d'animateur, sur la période estivale si le soutien d'étiage est toujours présent. Donc là, on ne pouvait pas faire un effacement total. Donc à chaque fois, sur chaque projet, il faut travailler en concertation avec les acteurs locaux, les élus, les acteurs économiques qui sont concernés par le projet, et puis les propriétaires de moulins. Là, c'était intéressant puisque c'est un propriétaire sur Moulin des Bouillants à Verne qui était plutôt opposé au départ et qui, lui, a été partant ensuite pour travailler sur son contournement, sachant qu'il produit aussi de l'énergie hydroélectrique. Hein. Alors donc nous, le portage des projets, donc sur la Brelle, on a eu une étude qui était liée à la continuité écologique qui a pointé la nécessité d'intervenir sur une centaine de seuils et qui a classé donc des priorités d'intervention sur 35 ouvrages environ. Donc nous, le portage, en fait, il se fait essentiellement donc, sur ce pool de 35 ouvrages. En fait, moi, j'avais identifié des sites où il y avait des potentialités de restauration hydromorphologique parce qu'on est dans le cadre du 10e programme de l'Agence de l'eau depuis 2013. Et l'Agence de l'eau Seine-Normandie est encore plus dure, je pense, que l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est-à-dire qu'on est sur du 0 ou du 100. C'est-à-dire que 100% on réalise une remise en fond de vallée, elle est financée. Et s'il y a une remise en fond de vallée ou un effacement possible, il n'y a pas d'autre accompagnement sur du contournement ou sur des solutions bis. Donc moi j'ai passé beaucoup de temps finalement à aller voir des propriétaires de moulins, donc ça c'est la première étape du travail, d'aller les voir, d'essayer de les convaincre, d'essayer de discuter avec eux sur l'avenir souhaité de l'ouvrage, et puis donc de leur présenter les possibilités de financement, enfin les possibilités de projet. Voilà, j'essaye avec eux de voir les différentes contraintes qu'ont leur ouvrage, donc parfois l'ouvrage entraîne des problèmes d'inondation, enfin des problèmes qui sont autres que le problème de continuité écologique pour lequel je suis venu le voir au départ. Et puis j'essaye avec le propriétaire de moulin de construire un projet positif dans lequel il va se sentir complètement intégré. Je n'essaie pas d'aborder uniquement l'aspect réglementaire continuité écologique, on part vraiment dans un projet positif, quoi. Alors donc certains propriétaires de moulins, ça va être ne plus être inondé, d'autres ça va être s'intégrer dans un projet avec une forte ambition écologique. Enfin voilà, chaque propriétaire a un projet qui peut être différent, c'est une façon de voir qui peut être différente. Donc une fois que j'ai réussi à convaincre, qu'on a réussi à convaincre le propriétaire de moulin, on va voir les propriétaires qui sont associés, donc les propriétaires qui sont autour, ou les usagers qui sont autour. Donc ça peut aller des pêcheurs, mais également les propriétaires de riverains qui, eux, n'ont pas d'obligation réglementaire, mais qui vont potentiellement subir un projet. Et donc là, je réalise à ce moment-là un espèce de diagnostic social pour essayer de bien comprendre l'attachement de chaque personne à la rivière. Comment est-ce que mon projet peut répondre à d'éventuelles problématiques que peut avoir cette personne. Par exemple, il y a des pêcheurs, ils veulent plus de poissons, etc. Comment est-ce que mon projet peut permettre de leur répondre? Il y a des agriculteurs, comment est-ce que mon projet peut limiter l'inondation de sa parcelle, par exemple, ou d'autres thématiques. Et donc voilà, donc à partir de ça, à partir de ce diagnostic social, je co-construis un peu un espèce de pré-projet qui reste dans la philosophie d'une restauration hydromorphologique que je vais présenter après à l'Agence de l'eau et sur lesquelles on lance une étude complète qui affine donc les premières esquisses, les premières orientations que j'avais eues. Voilà, donc alors il y a souvent un temps important qui est passé parce qu'il faut savoir que sur chaque projet, ça m'arrive d'avoir jusqu'à une vingtaine d'interlocuteurs et il y a parfois un seul interlocuteur qui peut faire tout capoter. Donc voilà, donc c'est important, je dirais, d'avoir plusieurs projets menés en parallèle. Parfois, il y a des projets, il ne faut jamais aller à la situation complètement de blocage. Il
faut arriver à une situation éventuellement de pré-blocage, etc. Puis passer à un autre projet. Parfois, le temps fait mûrir les choses. Le fait que le voisin ait fait quelque chose, ça permet aussi de faire avancer la réflexion de l'autre propriétaire. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on poursuit nos projets. Pas appel à des prestataires. Pour moi, un diagnostic social, en fait, de manière un peu triviale, vulgaire, je veux dire, c'est aller taper la discute avec les propriétaires. C'est-à-dire essayer de prendre en compte leur attachement au cours d'eau, d'essayer de discuter avec eux, en fait. Donc je ne fais pas intervenir d'autres personnes extérieures. Au contraire, quoi, je dirais, je me base sur l'expérience du cours d'eau que j'ai, j'essaie de les faire parler, je les écoute beaucoup, et puis après seulement on construit le projet ensemble. Bien sur ce qui a été dit tout à l'heure par Virginie, sur le fait que le technicien, il est à la fois opérateur et médiateur. Et ça, c'est une tension dans laquelle se retrouve toujours le porteur du projet, au-delà du seul technicien. Hein. C'est vrai aussi d'ailleurs des élus qui doivent à la fois porter une intention et en même temps animer une discussion, voire parfois une négociation, pour que cette intention soit transformée en action. Et c'est pas évident parce qu'on dit toujours que la médiation, en principe, le médiateur doit être neutre. Mais là, il ne peut pas être neutre parce que c'est lui qui déclenche le processus de changement en proposant un changement et qui déclenche la négociation. Donc il oscille toujours entre une position d'écoute et de médiation et en même temps une position où il porte lui-même une position. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à articuler. Et moi, ce que je pense important de souligner, c'est que dans cette question du portage, c'est que le mot négociation a beaucoup été prononcé. Mais du coup, on dit, alors ce qu'on est en train de vous dire depuis tout à l'heure, c'est oui, ce qu'il faut, c'est pas rester dans le technique, c'est s'ouvrir à la dimension sociale, à la dimension territoriale. Mais il faut bien voir que quand on dit ça, c'est pas pour dire qu'il faut faire un compromis entre les deux. Il ne s'agit pas de dire qu'on va rabaisser la dimension technique pour, du coup, donner des gages à une dimension sociale qui serait préexistante. Ce qui nous est raconté par le cas de la Brel, c'est que ce n'est pas tant un compromis qu'un élargissement du projet. On lui donne plus de dimensions pour que les gens s'y retrouvent. Mais ça ne veut pas dire qu'on baisse, l'exemple exposé tout à l'heure le disait très bien, on ne baisse pas pour autant l'ambition écologique, pas nécessairement en tout cas. Par contre, on articule à cette ambition écologique d'autres objectifs auxquels on n'avait pas pensé et auxquels on n'est pas capable de penser tout seul en tant que porteur de projet. On va écouter les acteurs pour savoir ce qui, eux, peut les intéresser là-dedans. Ça, je pense que c'est très important. Cette ouverture territoriale, ce n'est pas un compromis à la baisse de l'ambition écologique, c'est plutôt une prise d'épaisseur de l'ambition écologique. Oula. Je rejoins un petit peu ça, en fait, ce qu'on voit sur nos cas d'études. Alors, on est en cours d'études, donc c'est des résultats partiels pour l'instant, mais ce qu'on voit, c'est que sur certains territoires, et notamment, je pense au bassin de la Flume, qui est un territoire assez contraint, enfin assez complexe en fait, parce qu'il est situé sur le territoire de Rennes Métropole. Donc c'est un petit bassin versant, mais en fait il est touché en fait, par l'urbanisation qui avance assez vite, qui a un impact aussi sur les cours d'eau, parce qu'il y a une grosse quantité d'eau avec l'imperméabilisation des sols qui arrive dans les cours d'eau, donc qui provoque aussi des dégâts sur la morphologie des cours d'eau. Et c'est aussi un territoire où il y a une agriculture assez présente, et notamment des formes d'agriculture plutôt intensives, avec un historique aussi au niveau des travaux hydrauliques qui a fait que les cours d'eau sont assez dégradés. Et donc on voit en fait que dans ces territoires où on pourrait penser qu'a priori c'est assez compliqué de faire des projets de restauration, là l'approche de portage justement qui a été choisie par la chargée de mission, c'est vraiment de trouver des synergies. Et justement, en fait, on se rend compte qu'avec une ambition plutôt écologique au départ, les enjeux, les différents, enfin, ce qu'on pourrait considérer comme des contraintes ou des pressions, en fait, ça devient plutôt des avantages. Et au niveau du portage, ça va être un coportage, puisque la chargée de mission va en fait s'intégrer dans des réseaux qui ne sont pas des réseaux classiques de la restauration écologique. Ça peut être par exemple des comités de pilotage de projets d'aménagement, où elle va aller discuter après avec le bureau d'études d'aménagement et l'architecte pour lui dire, moi j'ai un cours d'eau qui est en mauvais état à cet endroit-là. Vous construisez un quartier, ce serait peut-être pas mal de faire une restauration et puis en même temps vous faites un espace public. Et donc en fonctionnant comme ça, en trouvant des synergies, en fait elle arrive à construire des projets qui gagnent en ambition en fait. Non seulement on arrive à traiter la question écologique, mais en plus on donne des usages à ces cours d'eau et puis on leur redonne notre place aussi dans l'environnement. Bon, dans d'autres territoires, alors je pense plutôt à la Rance des Falins, peut-être que Xavier tu peux compléter.
Il y a un contexte de portage qui est particulier avec les PNR. Je trouvais intéressant parce que là, on dépasse aussi la question de la restauration, l'intervention Ouais, technique. alors pour aller dans ce que vous dites aussi, c'est quand on parle de porteur de projet, effectivement, pour moi, il n'y a pas un porteur de projet, il y a une équipe porteuse de projet. Aussi bien au niveau des structures que des techniciens et des élus. Là, je notais tout à l'heure que ce qui est intéressant et important, on a certaines structures, en tout cas, ont la chance d'avoir plusieurs métiers au sein de la structure, ce qui permet d'avoir un discours, une connaissance du territoire qui n'est pas uniquement liée à un cours d'eau, mais qui peut être liée au bocage, à l'agronomie, aux collectivités, etc. Il y a bien entendu le tandem avec les élus qui est extrêmement important, mais pas uniquement les élus de la structure, mais les élus locaux réellement de la commune où on va travailler, de l'intercommunalité où on va travailler. Et ça, tout ça, c'est une petite mayonnaise à mettre en place et qui permet d'aller et de réussir surtout des projets. Parce que j'ai aussi souvent tendance à dire que notre structure vend du rêve, mais du rêve réel et qui peut être réalisé en fait. Et c'est là aussi où la dimension est importante. Ça veut dire qu'avoir des projets, c'est bien. Les réaliser, c'est tout autre chose en fait. Et puis, au niveau du coportage, ce qui est important aussi, et là nous on a la chance en tout cas en Bretagne, c'est d'avoir énormément de partenaires techniques qui nous permettent déjà d'avoir une vision. Ça veut dire que le technicien chez nous, donc non seulement en interne il ne travaille pas tout seul, ce qui est important, ensuite il travaille avec d'autres partenaires. On a l'AFB, l'agence de l'eau, la région, les départements, etc. Et tout ça, ça fait déjà, d'un point de vue technique, ce n'est pas uniquement son projet, c'est le projet d'un collectif. Un technicien qui chez nous vient me dire c'est mon projet, déjà il n'a pas compris le boulot. À partir du moment où il emploie le je ou mon, c'est qu'il n'a pas compris le boulot. Ce n'est pas son projet, c'est le projet du territoire, des acteurs du territoire, qui l'aident à mettre en œuvre, qu'il porte de temps en temps, mais qui l'aident à mettre en œuvre. Donc ça c'est hyper, pour nous en tout cas, ça me semble extrêmement important. Et dans ce cadre-là, effectivement, la structure, nous on porte alors déjà je dis nous, c'est déjà un peu limite, en tout cas les partenaires de la structure portent un parc naturel régional qui là aussi amène une dimension où l'ensemble des acteurs est obligé d'être partie prenante pour réussir d'une part à monter le projet et derrière à faire quelque chose de concret derrière. Je voulais aussi juste un tout petit peu revenir sur cette partie technique qui est importante, où le technicien milieu aquatique, pour être crédible et avoir une certaine légitimité, donc il y a la structure, les élus qui l'accompagnent, et il est obligé lui aussi de phosphorer à minima avant pour avoir quelque chose de concret qui puisse à un moment donné être réalisable. Après, le très bon technicien d'une structure, c'est celui qui est capable de se remettre un petit peu en cause et de modifier le projet auquel il a pensé techniquement pour tenir compte des acteurs locaux, de ce que voudraient les agriculteurs, les associations de pêche, les riverains, et encore j'en passe, voilà. Et de pouvoir à un moment donné être capable intellectuellement de faire autre chose et de penser à autre chose, à d'autres variantes, même si au début, il faut quand même qu'il ait dans sa tête quelque chose qui soit réellement, concrètement réalisable. Par contre, tu as relevé quelque chose qui est important, c'est aussi s'appuyer sur une équipe pluridisciplinaire. Parce qu'on intervient des acteurs, notamment le monde agricole, où le fait d'avoir une animatrice agricole, d'avoir un technicien bocage, d'avoir une animatrice coordinatrice de bassin versant, ils voient que c'est dans un cadre bien défini. Et ils participent dans d'autres occasions que simplement la restauration morphologique. Et on a des projets qui maintenant arrivent à la demande d'agriculteurs auxquels les techniciens rivières ni les élus n'avaient pas du tout pensé. Voilà, et qui sont des projets intéressants. Peut-être aborder la question de la légitimité du porteur de projet, légitime localement, apporter le projet à l'annoncer. Je pense à un exemple qu'on a vécu sur le bassin RMC, d'un effacement d'ouvrage qui avait été proposé par l'Agence de l'eau et par l'ONEMA et qui avait fait déclencher une levée de bouclier localement et qui ensuite a été retravaillé et repositionné autrement par le syndicat de rivière local et annoncé et travaillé par ce syndicat. Et là, les choses ont été entendues et ont pu être entendues et travaillées. Donc je pense qu'il y a la question de la légitimité de ce porteur de projet. Alors, en lien avec ça, moi je voulais rebondir sur la question du je et du nous, parce que sur la thématique du portage du projet, c'est une question en fait centrale et qui n'est pas facile, parce que
Peut-être qu'il ne faut pas dire je quand on est technicien de rivière, mais je pense qu'en même temps, ne jamais dire nous par humilité, ça peut être un excès d'humilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les acteurs du territoire, ils apprécient qu'on assume une vraie intention et qu'on assume de la portée. C'est aussi ça qui fait qu'on est légitime. Moi, j'ai un cas en tête, alors il se trouve que c'était un cas en Île-de-France, où le porteur de projet était tellement soucieux d'écouter tout le monde et de prendre en compte toutes les demandes qu'il en a oublié d'exprimer sa propre intention. Et au bout du compte, le processus de discussion s'est complètement effiloché et le projet n'a jamais été réalisé. Parce que finalement, au bout d'un moment, les gens se demandent ce qu'ils font autour de la table. Et donc pour moi, porter le projet, effectivement, il y a la mise en œuvre concrète, effectivement, mais en amont de cette mise en œuvre concrète, il y a finalement la responsabilité d'être celui qui donne un sens à ce qu'on va faire. C'est celui qui problématise. Et ça, il y a un moment donné, pour faire ça, il faut bien dire nous. Voilà. Nous, au sens, nous, la structure porteuse, ou nous, la commission locale, ou je ne sais quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ce qui d'ailleurs peut poser effectivement des problèmes sur du long terme, sur d'autres projets où à force effectivement de pas dire à peine nous, mais tout le monde, effectivement à un moment donné on nous. Je suis d'accord. Le travail à un moment donné doit quand même. C'est aussi quand on travaille avec des élus, avec des acteurs, quels qu'ils soient, socioprofessionnels, des riverains. C'est aussi à un moment donné ne pas trop se mettre en avant, parce qu'à partir du moment où on personnifie trop un projet, il suffit que le technicien ne passe moins bien ou qu'il y ait un petit problème, et ça revient un petit peu presque à ce que tu disais. Enfin, c'est l'impression en tout cas que donnait ton exemple, c'est que le technicien il avait fait le boulot et que malheureusement il y avait une opposition avec un propriétaire, et l'opposition elle pouvait venir d'où on veut, mais à un moment donné le discours il est plus possible. L'échange n'est plus possible. Il y a un moment donné, c'est ce qu'on essaie nous de jamais avoir, c'est cette opposition où on sait que après sur du très long terme, avec mon voisin, on rigolait presque enfin par rapport à un propriétaire auquel on pensait, on disait celui-là, on n'y arrivera que le jour où malheureusement il sera plus là, quoi. Mais des fois, on en est presque là, quoi. Et de la même façon, c'est peut-être aussi le jour où le technicien sera plus là qu'on pourra passer à autre chose. Donc c'est aussi la difficulté derrière. Et je reviens juste sur le temps aussi, laisser le temps au temps. Et ce qui est aussi difficile avec nos contractualisations que l'on a avec nos différents partenaires financiers, techniques, etc., c'est, ça se voit pas trop, mais malheureusement, je suis un petit peu vieux déjà. J'ai quelques années de bouteille et j'ai des dossiers sur lesquels j'ai travaillé en tant que stagiaire. Alors, je vais pas vous dire à combien de temps ça remonte, mais ça remonte à un moment et qui ont abouti une dizaine ou une quinzaine d'années après. Et très clairement, ça sur une vision d'une part politique, mais même une vision professionnelle, de nos jours, être capable de dire que dans 15 ans, on sera toujours là pour voir la réalisation, c'est quelque chose qui n'existe plus beaucoup, quoi, en fait. Donc les contractualisations de 5 ans qu'on a actuellement tous dans nos structures, il faut bien à un moment donné qu'on se dise on fait un bilan, on a besoin de financement, etc. Mais c'est vrai qu'on voit bien que pour avoir des réalisations, c'est un temps qui est extrêmement court pour arriver en tout cas à des projets très ambitieux. On parlait Oui, sur cette question de laisser le temps au temps, je pense qu'effectivement, alors bon, toujours sur la question de la continuité écologique que j'ai pu traiter, oui, il y a vraiment cette question, cette problématique d'un décalage en fait entre le temps des objectifs réglementaires sur la continuité, qui est au final une action assez récente sur les territoires, sur beaucoup de territoires. Et puis le temps de la négociation, le temps de l'appropriation aussi des projets par les acteurs locaux. Et là, clairement, il y a une forme de difficulté. Je parlais d'un tiraillement tout à l'heure, je pense qu'on est vraiment dans ça. Et il y a aussi une autre dimension, c'est, puisqu'on parle des techniciens de rivière, enfin des acteurs des acteurs locaux, il y a aussi le temps de l'appropriation par ces acteurs du territoire. On a souvent des jeunes techniciens aussi qui arrivent sur ces projets de continuité écologique, et il leur faut du temps aussi pour connaître localement les gens, pour s'approprier. Et c'est vrai qu'on peut observer souvent dans les cas de conflit que le conflit est aussi lié à une méfiance des gens vis-à-vis de ces personnes qui arrivent de l'extérieur et qui ne connaissent pas encore forcément bien le territoire de projet. Et ça nécessite forcément de la discussion
du temps finalement qui n'ont pas forcément. Et donc là, il y a clairement une réflexion à mener sur ça, comment trouver un équilibre en fait entre les objectifs de restauration et puis les objectifs sociaux et territoriaux. On parlait des études préalables tout à l'heure, il y a eu un moment donné. C'est aussi une grosse difficulté, moi je trouve, ces études préalables. C'est-à-dire qu'on va avoir des études qui vont travailler sur un BV, un bassin versant, un grand, un petit, des sous-bassins versants, etc. Et qui vont demander d'aller à un moment donné au contact un petit peu des propriétaires, des riverains, mais avec des réalisations qui vont se faire potentiellement 5, 6 ans, 7 ans après. Et ça, c'est extrêmement compliqué ce temps-là parce que d'une part, à un moment donné, on va voir des gens en leur disant on va peut-être travailler sur ça et on ne sait pas exactement comment on va faire, mais on va essayer de le faire. Donc là, on a un premier échange. Et de temps en temps, parce qu'on a 1 voire 2 techniciens dans nos structures, donc ça veut dire qu'on est obligé de prioriser des moments où on doit aller. Et ce technicien-là va revoir ce propriétaire que 4, 5 ans ou potentiellement dans un futur contrat. Et ce qui souvent est assez délicat auprès de ces gens-là, de dire vous êtes venus me voir et puis vous me parlez plus, ou en tout cas j'entends plus trop parler de vous. Et vous revenez que 5 ans après, moi j'ai plus trop envie ou je sais plus trop pourquoi on doit travailler. Et c'est vrai que cette obligation d'études préalables, mais surtout aussi de DIG, de tout document administratif qui nous demande maintenant, que l'on demande maintenant aux structures de bassin versant de travailler à des échelles spatiales extrêmement larges, font qu'on a une approche une approche auprès des riverains qui est beaucoup moins facile et surtout qui dans le temps s'étiole et on doit des fois ramer pour revenir voir un propriétaire sur un projet, quoi. Oui, alors, on comprend cette difficulté, mais je crois que c'est important aussi qu'il y ait un cadre à une DIG. C'est ce qui va permettre aussi d'avancer des fois dans certaines situations et de montrer que c'est aussi un projet d'ensemble au niveau de la société. Et les élus ont besoin aussi d'avoir ce qu'on appelle des programmes prévisionnels d'investissement. Si par contre c'est clairement défini par rapport aux acteurs locaux en disant voilà, ce projet c'est prévu dans 3 ans ou 4 ans parce que la structure porteuse est obligée de faire des choix, voilà, ça peut s'entendre, quoi. C'est le temps de la lisibilité aussi. Alors parce qu'actuellement on se retrouve des fois dans une situation où on a plus de demandes que de financement, et c'est souvent l'autofinancement qui manque. Et je dirais aux élus, on passe sur des compétences GEMAPI, on est quand même sur des sommes d'autofinancement qui ne sont pas suffisantes dans beaucoup de cas, quoi. Donc il faut que les élus aussi se rendent compte de ces nécessités-là dans un contexte où on leur demande de faire des économies partout. Oui, pour revenir sur la question des échelles spatiales, je pense que c'est une question fondamentale quand on met en place un projet. On le voit bien, effectivement, il y a plusieurs échelles en fait, qui s'articulent dans les projets. On va avoir l'échelle du bassin versant, on va avoir, toujours sur la continuité, on va avoir l'échelle de l'axe fluvial pour tout ce qui est migration, etc. On va avoir l'échelle de l'ouvrage hydraulique. Mais ce qu'on a pu observer aussi avec cette étude sur les 2 bassins versants, c'est qu'il ne faut pas oublier l'échelle spatiale des usages, l'échelle des pratiques des personnes sur les territoires. Et justement, là où on voit que ça bloque, généralement, c'est parce qu'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'interaction en fait entre ces différentes échelles, alors même que quand on fait un projet de restauration écologique ou de continuité écologique, finalement c'est la question qu'on disait tout à l'heure, c'est pour qui on le fait. Donc l'échelle de l'ouvrage hydraulique, effectivement il faut l'avoir, l'échelle technique. L'échelle de l'axe fluvial, oui, si on fait notamment pour les poissons migrateurs, mais il faut aussi avoir en tête cette échelle, disons, plus transversale, donc ouvrir à la vallée, ouvrir au limageur du cours d'eau, pour pouvoir avoir des discussions élargies après, dans le cadre de cette fameuse concertation, de cette négociation. Ce que je voudrais dire aussi, portage du projet, c'est le temps de formation des élus collectivement. Nous, on est parti sur un premier contrat territorial avec des élus qui n'avaient pas cette vision-là, et même moi, c'était mon premier mandat d'élu. Donc il a fallu se former
collectivement, hein, donc faire appel aussi. Alors, parce qu'on n'avait pas encore de technicien de rivière, hein, on n'avait aucun agent quand on a démarré sur la réflexion. Donc, on n'avait pas d'appui aussi technique. Hein, n'existait pas le CRESEB à l'époque. Donc, je crois que ça c'est important, c'est quelque chose qui est resté. Par exemple, nous, on fait toujours un comité syndical, un par an, où avant, dans l'après-midi, on va voir les réalisations de travaux, quoi. Parce que derrière, on avait quand même des élus qui disaient, ou des agriculteurs, ouais, vous allez mettre de la sinuosité dans les champs, que ça coûte cher de mettre des rochers. Voilà, de temps en temps, il n'y avait pas cette notion de restauration écologique. Donc, prendre en compte ces aspects-là, et au-delà de la DCE, des paramètres techniques, mais qu'est-ce que ça va provoquer, qu'est-ce que ça va amener aussi comme bien-être sur notre cours d'eau et sur nos milieux aquatiques, c'est quelque chose qui est à entretenir sans arrêt, quoi, hein. Et y compris sur les élus de la structure porteuse. Je crois que sur cette dimension, oui, de portage de projet, ce qu'on peut tirer déjà des enseignements de la table, enfin des présentations de ce matin, c'est qu'il faut aussi avoir une formation. Le chargé de mission doit avoir aussi une formation ou des repères pour pouvoir porter un projet, pour pouvoir énoncer une commande relativement à des enjeux sociaux, historiques, on va dire non techniques ou non hydromorphologiques. Et ça, je pense que j'ai l'impression que ça manque et que c'est donc aux chargés de mission d'aller chercher ces formations-là, et peut-être qu'il faudrait prendre en compte la nécessité de ce portage de projet plus général, la nécessité d'une formation élargie, d'une ouverture aux sciences humaines et sociales dans les formations des chargés de mission. Je veux dire, on fait... évidemment, c'est une difficulté, mais c'est une difficulté partagée aussi par les chercheurs en sciences humaines et sociales qui ont du mal à s'intéresser aussi aux dimensions techniques, aux dimensions plus appliquées. Donc je veux dire, c'est un effort qu'on peut partager et qu'il faut essayer de construire ensemble. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire dans le projet Morpheus avec les ateliers participatifs qui ont été présentés ce matin. Autant d'animateurs que je trouve très intéressant. Alors rivière, milieu aquatique ou autre, j'ai presque tendance à dire que dans nos collectivités ou dans nos structures, on n'a pas obligatoirement besoin du spécialiste en hydrodynamisme, etc. Mais on a besoin de quelqu'un qui soit capable de discuter avec tout le monde et d'avoir la chance de sentir quand il y a un coup à se faire, quoi. Alors ça, c'est où on est né avec ça et on a vraiment beaucoup de chance, où ça s'acquiert au fur et à mesure. Mais là aussi, c'est la difficulté de nos métiers où souvent... à part des quelques-uns comme moi qui restent sur du long terme, il y en a beaucoup qui bougent et qui changent, et on a beaucoup de jeunes à venir dessus, quoi. Mais voilà, c'est aussi ça le boulot. Moi, que le technicien soit capable de monter des super projets, de modéliser, etc., c'est vraiment pas ce qu'on lui demande chez nous. On lui demande plutôt le rôle d'animateur, de discuter. Alors de comprendre, bien entendu, ce qu'il fait, mais voilà, c'est un peu ça. Et après, pour tout ce qu'on a dit sur l'animation, la capacité d'écouter les gens, etc., enfin, ce qu'on fait avec Virginie dans le cadre du programme Morpheus, c'est sur 5 km de cours d'eau. On a plus de 300-400 km de cours d'eau à restaurer si on veut vraiment aller jusqu'au bout. Très clairement, on n'a pas cette capacité non plus à pouvoir faire ce temps d'échange avec tous les partenaires, à chaque fois de voir l'ensemble des gens qu'on ne voit pas, des riverains, etc. Enfin, des riverains, si, on est obligé, bien entendu, on le fait. Mais je veux dire, ce temps d'arrêt pour discuter avec tout le monde, de voir comment un projet passe, etc., c'est des choses qu'on est capable de faire que sur des grands projets, ce que nous, on appelle grands projets, quoi. Alors, il y a quelque chose qui est un peu vrai dans ce que vous dites, hein, c'est-à-dire qu'on demande des fois beaucoup dans une multiplicité de tâches différentes. Et je pense que là, la GEMAPI va interroger la taille des structures de bassin versant pour avoir des équipes suffisantes, quoi, hein, qui permettent aussi que le technicien rivière ne soit pas obligé d'être celui qui lance les marchés publics et d'être à jour sur la connaissance du code des marchés publics ou autre. Hein, parce que, donc dans l'équipe, d'avoir quelqu'un peut-être qui s'occupe de ça, que lui reste sur sa partie plus technique, ce qui n'empêche pas de prendre du temps pour aller... Parce que je pense que le plus gros temps du technicien rivière, c'est celui de la concertation. C'est ça qui doit être privilégié, quoi, hein.
Mais c'est vrai qu'il faut se poser sans arrêt ces questions, hein, et derrière, c'est aussi en termes de formation sur les futurs techniciens rivières, pas d'avoir que des formations sur, par exemple, comment on va pouvoir restaurer morphologiquement tel ou tel cours d'eau en fonction de la géologie, des choses comme ça, mais aussi des prises de parole en public, des aspects comme ça qui sont importants dans le métier, quoi, hein, qui ne font peut-être pas partie de la formation de base.